Émission 819. Cette semaine, les pires moments d'histoire. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble, Gauthier est halloweenesque, c'est bien. Mais nos merci au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres savent que l'histoire, malheureusement, se répète. Je vous le présente à l'instant. Le premier va écrire son prochain roman à l'aide d'une planche de Ouija. Gauthier Langevin est avec nous. Yes. Salut Gauthier. Ça serait pas pire. Je sais pas c'est quoi les résultats que ça donnerait, mais... Hey, Benoît, je suis devenu un fan de lutte. T'es devenu un fan de lutte? Sais-tu à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça? Ouais, depuis Do a Powerbomb de Daniel Warren Johnson, qu'on a lu ensemble il y a 2 semaines de cela. J'ai commencé, à votre recommandation, à écouter The Wrestlers. Oui, la série sur Netflix. Oui, le documentaire Netflix sur la petite fédération de lutte semi-pro OVW. Et je capote. C'est malade. C'est en plus d'être du super bon documentaire, c'est des bonnes histoires, les personnages qui sont réels. Les personnages dont on suit l'aventure dans la lutte semi-professionnelle est incroyable. Tu devrais maintenant écouter la télésérie, malheureusement, qui est cancellée à 2 saisons de Heels, qui est basée en partie sur l'histoire de cette petite fédération locale. Puis là, t'es prêt. En fait, Gauthier, éventuellement, un dimanche, si t'es pas avec ta copine, si t'as, contrairement à moi, du temps libre, tu pourrais te joindre à nous sur le Discord des Mystérieux Étonnants parce qu'on écoute de la lutte. Et ce dimanche, dans le cadre du mois des Mystérieux Étonnants, on écoute les classiques de... Kaiju Big Battle, qui sont en fait des kaiju, des lutteurs en dessous de kaiju de toutes sortes qui s'affrontent dans le ring. Et c'est tellement n'importe quoi, mais c'est tellement beau à la fois. Je sais, c'est une troupe de théâtre de Brooklyn qui s'est recyclée dans la lutte de kaiju il y a quelques années. Ça fait 20 ans qu'ils roulent leur bas. J'essaie de convaincre Cliff du Comic-Con de Montréal les amener éventuellement à venir en ville, mais ils sont surtout actifs dans la région de New York, malheureusement. Ils voyagent pas beaucoup. Ouais, ils sont déjà venus à Montréal et je les Ils sont déjà venus à Montréal? Ouais. J'espère qu'ils vont venir. Ouais, c'est ça. Hey, on est accompagné cette semaine, M. Gauthier, dans quelque sorte tes employés, parce qu'on va le dire en partant, on va parler d'une bande dessinée qui est éditée par Fronfoy, qui est une de tes maisons d'édition. Et comme je le dis à chaque fois, ben oui, on parle des produits, les œuvres de nos amis, puis c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Nos amis ont du talent. On a Charles Beauchesne et Xavier Cadieux avec nous. Salut les gars. Allô. Bonjour tout le monde. Allô. Merci d'être là. On va parler de votre nouvelle bande dessinée, Les pires moments d'histoire, qui est disponible chez Fronfoy, on m'a dit, Gauthier, qui avait très bien fonctionné au salon du livre de Saguenay, hein? Oui, c'est ça, très bien. Même, des fois, on a des beaux problèmes. Hein, puis là, c'est vrai, ça a vraiment été un beau problème. On a manqué de livres quand même assez tôt dans la fin de semaine. C'est cool. Un problème à ce qui paraît inédit dans le monde de la BD. C'est comme ça qu'on me l'a relativisé. Là, wow. Okay. Oui, ben, c'était à ce point-là, oui, c'était assez inédit. Donc, j'ai mis mon collègue Renaud sur le cas de faire venir des bandes dessinées de Montréal vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, en autobus, hein, c'est ça? Ouais, sur un expédibus. Puis entre-temps, d'ailleurs, shout-out aux librairies Marie-Laura et puis le bouquiniste à Chicoutimi et Jonquière qui nous ont dépannés en nous prêtant des livres qu'on a pu leur redonner après. Merci de nous avoir dépannés. Ce fut très apprécié. Puis on a eu une super expérience. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont tellement fins. T'étais nerveux en plus d'y aller, Gauthier. Je me souviens que c'était ton premier salon. Celui-ci, en fait, là, c'était la première fois que tu y allais. C'était mon premier salon depuis... ouais, c'est ça. C'était l'inconnu, ça fait toujours peur. Absolument. Hein, donc, c'était la première fois que j'allais au salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça va devenir un de nos pit stops là, traditionnels. Super. T'as-tu rencontré des auditeurs des Mystérieux là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir? Ben c'est ça, Alan est venu nous voir, oui. Et un ami à lui, je pense aussi, qui était là, qui est un auditeur des Mystérieux Étonnants, puis quelques autres aussi, là, il y a quelques autres auditeurs, auditrices qui sont venus nous saluer. Super, ben merci. Ben écoute, ça a dû être intense, parce que Jake était supposé peut-être venir aujourd'hui, puis finalement, il m'a pas donné signe de vie. Fait que soit il est mort, ou soit il fait autre chose. C'est Jake. Ça a été un gros week-end pour tout le monde. J'ai entendu dire que c'était un gros week-end pour Jake, mais il était aussi au Comic-Con de Québec en fin de semaine, donc ça explique ça. Ah oui, puis c'est son anniversaire avec sa blonde.
Je pense que ça fait genre 6-7 ans, fait qu'il y a comme pas le choix. Ben oui, c'est pas des grave, bonnes raisons. Des très bonnes raisons, très bonnes raisons. Hey, les gars, je vous garde quelques secondes avant. On va juste passer un message d'un auditeur, justement, parce que à l'émission, on peut laisser un SpeakPipe, donc un message vocal qui nous est adressé. Vous pouvez laisser un commentaire, suggestion, n'importe quoi, nous saluer. L'adresse est speakpipe.com/mystérieux E, donc MYSTERIEUXE, pardon. Alors, anyway, l'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Fait qu'on écoutait un message de Johnny qui vient de la Suisse, je crois. Salut les mystérieux, moi c'est Johnny. Ça va faire 8 ans que je vous écoute religieusement depuis la Suisse, tous les mardis au petit matin, étant donné quel décalage horaire. Nice. Et je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre générosité et votre bonne humeur que vous nous partagez sans relâche toutes les semaines. D'ailleurs, chapeau, je tiens à féliciter quand même la régularité de Ben depuis toutes ces années. C'est pas de vie. C'est quand même assez impressionnant. Et pour ce qui est de ma question, je me demandais si vous communiquiez à quelque part votre sélection de la semaine, donc avant l'émission, mais je sais pas à quel point vous y prenez à l'avance ou pas pour le choix de la sélection. Pour en fait éventuellement qu'on puisse le lire en même temps que vous le faites, enfin avant l'émission, pour avoir une petite analyse amateur entre guillemets de notre part, et ensuite qu'on puisse découvrir la vôtre pour l'émission, car je trouve que c'est vraiment intéressant votre manière d'analyser et de débattre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Après vous pouvez me dire que je peux aussi attendre l'émission et puis après le lire plus tard, mais c'était juste par curiosité. Merci beaucoup. Merci à toi, Johnny. Absolument, on le fait pas, mais durant le mois d'octobre, on met les sujets de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est les pires moments de l'histoire. La semaine passée, c'était A Town Called Terror. T'as bien choisi ton lundi pour manquer l'émission la semaine passée. Gauthier, c'était pas particulièrement excellent. La semaine prochaine, c'est Fidel and Kill, je crois, une BD Image Comics. Et l'autre semaine, c'est, je ne me souviens pas, mais elle est disponible sur le Discord des Mystérieux du Talent, sur le Facebook et même sur l'Instagram, parce que j'ai fait un programme, une infographie pour tout le mois. Mais on pourrait commencer à le donner au moins sur le Discord puis sur le Patreon des Mystérieux du Talent. Ouais. Ça va vous donner une idée, en fait, une raison supplémentaire pour aller... vous allez vous abonner puis donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Donc, merci à toi, Johnny, pour le message. Et comme je sais pas si vous l'avez bien entendu, 8 ans qu'il nous suit. C'est quand même assez incroyable. Ben oui, outre-mer en plus, c'est incroyable. On en a plusieurs comme ça, un peu partout en France, en Europe. On a des auditeurs récemment qu'on a eu notre 800e. Il y a un gars qui m'a écrit, qui m'a dit « Écoute, j'ai pas pu répondre en début d'émission. Vous êtes en train de caler qui écoutait le show depuis 8-10 ans, tout ça. Moi, ça fait 17 ans que j'écoute le show. Donc, il y a des gens que ça fait 17 ans qui écoutent l'émission. C'est assez incroyable. Et juste pour des affaires comme ça, on vit une époque extraordinaire. Oui, absolument. C'est des petites communautés, mais qui sont excessivement fidèles. Oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, Xavier est avec moi en ce moment sur les restants de notre ancien studio. Donc, la table sur laquelle tu es en ce moment, Xavier, a été construite sur mesure par un auditeur de l'époque qui s'appelle Alex. Donc, on a souvent des mains, des auditeurs qui nous font des trucs. D'ailleurs, j'ai un auditeur en ce moment qui est en train de travailler sur mon costume d'Halloween qui, si ça fonctionne, sera que je vais porter pour le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, qui, je vous rappelle, sera le lundi 30 octobre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça le lundi et pas durant le week-end? C'est que l'événement a lieu dans le cadre du Festival Space 2023, événement qu'on adore. D'ailleurs, la semaine prochaine, on reçoit Jared Mann pour en parler. Et donc, on s'est dit, ça fait des années qu'on fait notre truc de notre bar, que Jared fait son truc de son bar, puis on s'est dit, on va au moins jumeler nos efforts. Donc, on fait ça un lundi. Les billets sont en vente dès maintenant. Vous pouvez les acheter directement à partir du lien qui est dans le descriptif de l'épisode. C'est 12$. Il faut acheter le billet à l'avance, c'est uniquement en ligne malheureusement, mais ça risque d'être fort intéressant. On a vendu à peu près peut-être le tiers des billets depuis l'annonce la semaine passée, mais en espérant vous y voir. Puis c'est la première fois en presque justement 18 ans, 17 ans d'existence du show, qu'on fait un show live en même temps que habituellement on l'enregistre le lundi. Donc en espérant vous y voir, prévenez-vous à l'avance parce que si c'est comme la 800e, ça risque de se vider assez rapidement. Encore une fois, je le rappelle, le lien est dans le descriptif de l'épisode. On arrête les plugs, on va parler de notre sujet aujourd'hui, puis on a notre Laurent Boutin qui va se joindre à nous tout à l'heure. On a Charles et Xavier pour parler de la BD Les pires moments d'histoire qui est disponible chez Franc-Froid. Un bon 186-187 pages de 13 récits. Pas inédit, hein. Il y en a qui étaient dans La soirée est encore jeune, qui ont été faits dans le cadre de La soirée est encore jeune. Et, ils sont inédiches. Inédiches. Ah, très bien dit. Très bien dit.
L'affaire qu'on a faite spécialement pour La soirée est encore jeune, qu'on a recyclé en BD. Parfait, excellent. Mais avant justement de parler de la BD comme telle, je voulais te parler à toi, Charles, de l'origine, parce que c'est basé sur un balado qui existe, qui a été produit par Urbania, qui a gagné énormément de succès. Tu as gagné d'ailleurs un Olivier en 2021 pour l'émission. Comment c'est... J'en ai gagné 3. Shit! Comment? Ouais, ok, excusez, moi j'en ai pas. Ben, certes, pas me plaindre, les choses vont très bien. Les gens ont bien l'air d'aimer ce projet qui m'apporte tant de bonheur dans ma vie. Ça s'entend qu'en fait que t'aimes, Jean-Louis, cette émission-là. Des fois, quand on écoute le balado, on entend comme le rire ou le sourire dans ta voix alors que tu parles de crimes absolument odieux et dégueulasses. C'est parce que je suis un insouffrable je sais tout dans la vie. D'accord. Et je pense que raconter des anecdotes de torture au Moyen-Âge, puis recevoir et payer mon condo avec ça, il n'y a pas de meilleure façon de vivre sa vie, les amis. C'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est ça le concept japonais de la fusion de dans quoi on est bon, ce qu'on aime? Oui. Voilà, c'est ça. C'est pas celui où on répare des assiettes avec de l'or. Non, qui d'ailleurs qui a été repris dans Ahsoka. On répare des assiettes ou des Star Destroyers. Des Star Destroyers ou des costumes de Stormtrooper. Mais parlons justement de l'origine du balado. Comment ça a commencé, Charles, ce projet-là? Est-ce que c'est une initiative de ta part ou ça a été lancé par Urbania? C'est un heureux mélange de circonstances excellentes et catastrophiques à la fois. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on retourne en arrière en circa 2013-2014. Je venais de sortir mon premier one-man show de stand-up. J'avais genre 24-25. Puis... l'année d'après, je n'avais pas eu le temps d'écrire une heure de matériel. Alors, je me suis dit, là, il y a les festivals qui s'en viennent, il faut que je propose quelque chose. Et là, cette semaine-là, je m'étais tapé un petit 2 heures de documentaire sur la peste noire au Moyen-Âge. Un beau petit dimanche. Un fascinant dimanche. Moi, j'aime ça me taper ce genre d'affaires-là le dimanche. Pourquoi? Oui, avec un spliff avant d'aller se coucher. C'est une excellente façon de le faire, je suis bien d'accord. Et c'est grosso modo dans ces circonstances que j'ai écouté un petit 2 heures de documentaire sur une grotesque pandémie au Moyen-Âge. Et moi, de sortir de là puis de faire « Oh, pourquoi est-ce que... » je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui m'a raconté cette histoire-là? Pourquoi il a fallu que je gratte là, des fonds de barils de YouTube pour me faire parler de l'apocalypse zombie au Moyen-Âge avec des cultistes de toches, de capuchons, d'oreillers qui se flagellent? Je veux dire, pourquoi personne ne m'a jamais raconté cette affaire-là? Je pourrais le faire. Cette histoire est tellement absurde que je suis persuadé que ce serait facile pour quelqu'un avec un minimum d'imagination de rendre ça amusant. Fait que j'ai sorti l'été d'après ma première conférence historico-humoristique. Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. J'ai pris tout le monde de court avec cette affaire-là. C'est une bonne vieille conférence avec des diapositives où je vous raconte des affaires pendant 1 heure. Les gens ont trippé, on a eu des supplémentaires. J'ai sorti un autre show de stand-up l'année d'après. Ça, c'est pas bien. Non, après ça, c'était du bon vieux. Ça s'appelait, voyons, tout ceci n'est qu'une sombre farce. C'était on était de retour dans le stand-up et bref, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été une bonne année et j'étais dans la merde. Ça faisait longtemps que mon fanbase ne s'était pas renouvelé depuis des apparitions télé qui dataient déjà de 2011. Il fallait que je fasse quelque chose sur le web. Puis ça commençait à devenir angoissant. On m'a suggéré d'adapter les conférences historique en contenu. Je suis allé voir Urbania avec ça, en fait en compagnie de Audrey Rousseau avec qui je travaille sur le podcast aujourd'hui. On leur a proposé un pilote, mais à la base c'était censé être une web-série. C'était censé être filmé un peu à la vérité aux conséquences de Louis T, où là j'étais à un bureau avec un nœud papillon, là, puis j'ai des images en mortaise pour recréer un petit peu l'effet des diapositives dans la conférence. Finalement, on s'est fait annoncer que ça coûterait 10 000 de faire ça, fait que ils nous ont suggéré faire un podcast à la place. Ça coûte rien faire un podcast, c'est ça l'affaire. C'est à quoi j'ai répondu, et je cite un nom, pas un autre calice de podcast d'humoristes, parce que c'est ça, à cette époque-là, tous les humoristes avaient des podcasts. Ben oui. On vers la caméra en faisant des grosses faces, en faisant des... Et je n'avais absolument aucune envie de faire ça. Et finalement, c'était une excellente idée parce qu'il donne que ça faisait comme des années que ma job, c'était de faire de l'humour sur scène en racontant de façon, imagée des choses qui ne peuvent que passer à l'audio, que c'est ça mon style humoristique, que c'est ça mon shtick dans la vie. Fait que
On arrive en 2019, puis il adonne que ce podcast-là est l'heureuse union de toutes les affaires que j'ai appris en 10 ans de stand-off. Le stand-off, oui, c'est ça, le Mexican stand-off. Là, Oui. En 10 ans de stand-up à la dure, à se planter dans des bars, à faire des shows à perte. Et voilà, la première affaire que je sais, c'est que c'est mon premier projet qui fonctionne pour vrai. Et le reste, puis c'est associé à toi. Je veux dire, on dirait que maintenant, c'est devenu ta carte de visite, là, cette série-là. Et je ne m'en plains pas. Mis à part le fait que tout le monde veut un produit dérivé de cette affaire-là, puis que c'est très cool les produits dérivés, il n'y a rien que j'aime plus. La BD est excellente d'ailleurs, mais il n'y a qu'un certain nombre de produits dérivés que je peux faire de cette affaire-là, et je l'ai choisi. Excellent. C'est drôle parce que tu parles d'un projet qui à l'origine avait ses bases un peu plus visuelles, puis je reviens avec Xavier, je trouve que la balado, dans ma tête à moi, c'est comme du François Pérusse, là. Tu peux t'imaginer facilement en écoutant ce que tu dis, tout ce qui se passe autour, puis je trouve que le style de Xavier fait beaucoup dans le François Pérusse, dans les albums que tu as fait auparavant, où c'est du François Pérusse comme imagé, mis en image. Est-ce que tu étais fan du balado, toi, Xavier, avant de te lancer dans le projet? Ben oui, absolument. Absolument, c'est pour ça que j'ai accepté le projet. J'aurais pas bien dealé avec me faire proposer les pires moments, puis le refuser, puis voir quelqu'un d'autre le faire. Je pense que j'ai... Vous parlez de François Pérusse. Moi, François Pérusse, je le connais en tabarnouche. J'en ai écouté pas à peu près. Puis, tu sais, quand t'arrives dans les pires moments, ben oui... tu le vois dans ta tête. Là. Ouais. Donc, je suis vraiment, vraiment content que ce que j'ai décidé correspond à... ça correspondait à ce que moi j'imaginais de toute façon. Fait que... Ah, mais tu nous as séduit instantanément, Xavier. C'était un choix. Le choix de l'artiste. Le choix de l'artiste a été tellement facile. Ça a pris 12 secondes. Gauthier nous est arrivé là, avec un espèce de petit portfolio là, il y a ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là. Je comme celui-là. Ouais, c'est certain que tu peux regarder ce gars-là. Non, lui là, la pitoune et la poutine. J'allais dire, c'est quoi? Est-ce que tu as vu la pitoune et la poutine avant de faire ton choix, c'est ça? Et tout était là. Le mouvement, le côté, cartoonesque, un peu René Stimpy, le côté visuel un peu Steamboat Willie, Mickey Mouse avec des yeux en Pac-Man. Non, je vis pour ce genre de shit. Mais on va faire un faux... J'ai poussé un peu dans cette esthétique-là. Je pense que la petite crunch là, en arrière, là, un peu dessin animé des années 30 là, avec les mains, puis... je pense que ça convenait bien au ton. Tu sais me faire plaisir, Xavier. C'est un miracle que nous n'ayons jamais essayé d'avoir des relations sexuelles. Écoute, l'avenir est encore... on va faire un faux... soirée jeune. Une soirée est encore jeune, voilà. Ah, tu vois, on a fait un full circle. En faisant justement, en parlant de full circle, toi, Gauthier, en tant qu'éditeur, puis gêne-toi pas à poser des questions également là, aux gars, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de génie de te lancer dans ce projet-là? Parce que t'étais fan, je crois, des segments à la soirée et du balado. Oui, mais c'est ça. Moi, j'étais un fan de la balado en premier. C'est un des... Tu sais, j'écoute pas énormément de podcasts, mais c'est encore un podcast que j'écoute religieusement. Moi, c'est quelque chose qui... Puis j'étais déjà aussi à la base un fan de podcasts d'histoire parce que j'ai étudié en histoire. Attends, quoi, t'as étudié en histoire? Je pensais que t'as étudié en littérature. J'ai étudié en littérature à l'université, mais j'ai fait histoire et civilisation aussi au Montréal. Fait que l'époque que tu jouais D&D, Bracelet de cuir, t'étais en histoire en même temps. Colin, t'es un cliché ambulant du cégep. Oui, là, j'étais comme ce nerd là, avec des bracelets de cuir et des cheveux longs, une toque de samouraï qui fait des grandeurs nature. Là, mais ça, c'est mes préférés. Ça, laissez-le tranquille. Ouais. Bon, on l'aime, notre Gauthier. C'est ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà... moi, j'avais écouté, en fait, il y a longtemps, un podcast de Hardcore History sur Gengis Khan. Puis, tu sais, c'est vraiment j'avais trouvé que c'était un format puis un médium super pertinent pour faire de l'histoire puis intéresser les gens à l'histoire. Puis quand je suis tombé sur les pires moments, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme c'est comme le chaînon manquant, là, si tu veux. Ouais, ça, absolument, entre, comme, la vulgarisation. Je suis content de t'entendre parler de Hardcore History. Moi aussi. Parce que je les ai eus dans le même ordre. J'écoutais Hardcore History vraiment intensément, puis là, j'étais triste là, pour des soldats de la Première Guerre mondiale. puis là j'écoute Charles, puis c'est comme une bouffée d'air frais où tu te dis « Ah oui, mais c'est le fun, ça, le super sérieux là, pendant 4 heures. » Puis là, Charles qui nous explique des sujets semblables, là,
Ah, ouais, ok, j'aime encore plus. Ouais. Mais les deux, en tout cas, Ouais, ben, les deux timings, je trouve, sont très intéressants. Dans le cas de Hardcore Histories, moi, je m'en suis tapé, en fait, après avoir commencé le podcast. Des fois, il y avait des sujets que j'étais comme, c'est quoi la recherche? Qu'est-ce qu'il dit, le hardcore? Hardcore History? C'est quoi ton take sur Genghis Khan, mon vieux? Et s'asseoir pendant 4 heures puis se faire raconter des anecdotes excessivement pointues sur des personnages historiques, c'est une des merveilleuses utilisations du podcast. C'est vraiment un des meilleurs podcasts. Slow food, Ouais. de divertissement, je sais pas comment le décrire, là, mais après les années 2010, là, où tout allait constamment de plus en plus vite, à être de plus en plus jump cut avec des YouTubers qui sont juste comme des... Qui coupent 3 fois dans l'axe pendant qu'ils te parlent de leur fin de semaine. Hey, se concentrer sur quelque chose qui dure 3 heures en faisant la vaisselle puis en vivant des vies de tortues des Galapagos, là, c'est merveilleux. L'intro de la Deuxième Guerre mondiale de Hardcore History, où je pense que c'est le premier épisode, t'es même pas rentré dans le conflit encore, là. C'est épuisant parce qu'il t'explique que la cavalerie qui était utilisée par certains pays de l'époque datait de la Première Guerre mondiale, puis elle n'a pas mis à jour leur stock depuis, puis ils ont affronté des tanks allemands. Comment ça, je fais c'est pas ça l'histoire, tu branch out continuellement. Là, chaque information t'amène à 12 autres informations pour comprendre le fonctionnement de ta première information. Là, c'est facile de se perdre puis de faire justement un hardcore history, puis la première chose que tu sais, c'est que ça fait 5 heures que tu écoutes un gars te parler de Genghis Khan. J'ai opté pour une autre affaire. Je trouve que le podcast des pires moments, mais aussi la bande dessinée, me fait beaucoup penser à une de mes balados favorites. Ça s'appelle Last Podcast on the Left, où c'est excessivement instructif, souvent sur des crimes glauques, des histoires absolument épouvantables, plusieurs faits historiques. D'ailleurs, eux-mêmes, c'est des fans de Hardcore History, mais ils vont comme le packager dans une espèce d'approche hyper humoristique. C'est vraiment du edutainment. On est dans l'éducation, mais on est dans le divertissement également. Puis jamais au détriment aussi des gens qui sont souvent des victimes, là, comme dans le cas de tueurs en série, tant présenté au détriment de la personne qui a fait les crimes. Et je trouve que la balado, mais aussi l'album, en fait, a cette attention-là. Et je me demandais, la question est aux trois, mais à Gauthier, à toi également, qui est l'éditeur. Est-ce que c'était considéré dans le packaging? Est-ce qu'on s'est dit, on va parler de ces faits-là absolument parfois odieux, ceux qui ont eu lieu, mais pas au détriment des gens qu'ils ont subis? Est-ce que c'était conscient? Je sais pas si c'était conscient. Peut-être que ceux qui ont... Charles travaille avec Audrey puis François de Grandpré. Puis François de Grandpré. Peut-être qu'au scénario, il y avait cette volonté-là. On a des règles. Comment? On s'impose des règles. Ouais, très souvent, quand on écrit le script d'un épisode des pires moments de l'histoire, on jase pas de sujet desquels il y a des survivants. Puis, on fera pas d'épisode sur les orphelins du Plessis, on fera pas d'épisode sur Columbine, les pensionnats autochtones, Donald Trump. Puis surtout, pas d'affaires trop récentes non plus, parce que trop récent, ça devient de la politique. Puis ça, je veux dire, ça enlève le fun, je trouve. L'affaire sécuritaire avec les pires moments de l'histoire, c'est pouvoir se comparer avec du monde qui n'existe plus, d'une époque qui n'existe plus, qui porte des costumes qui n'existent plus. Et là, l'exercice est sympathique. Il n'y a rien, je veux dire, tout ça, c'est des fantômes du passé, c'est de la poussière dans le vent maintenant. Il n'y a pas des descendants des flagellants qui vont venir vous voir en disant « Hey, ça, c'était mon père. » Puis je vais pas arriver là, avec ma grosse approche là, de rochon de stand-up, là, puis faire quelque chose sur Moïse Thériault. Là. Ça n'a pas rapport. Le ton de l'écriture, le ton de la voix de Charles, puis le ton du dessin de Xavier, c'est 3 affaires qui sont en synchronicité, là, selon moi. Là, puis on est vraiment dans le cartoon. On fait du cartoon. Fait que, tu sais, c'est de cartooniser, mettons, quelqu'un de vivant ou un groupe de personnes, ça serait comme un peu irrespectueux, là, ouais, vraiment. Puis, tu sais, pour vraiment pouvoir en rire, je pense que ça prend une certaine distance. Puis on se concentre sur le pire. C'est ça, la prémisse. C'est les pires personnages, les pires situations, pas, c'est un rire, c'est un rire cathartique d'être content de ne pas vivre. De ne pas avoir vécu cette période-là ou pas avoir vécu ces événements-là. Puis ce qui est fou, c'est que tu te rends compte que finalement, ça a tout le temps été de la marde. L'histoire a tout le temps été pas mal à différents niveaux, on s'entend. D'un certain point de vue, puis d'une autre surtout, je veux dire, eux autres, je veux dire, même le monde au Moyen-Âge, je veux dire, n'était pas conscient que leur époque est épouvantable
comparativement à la nôtre où il y a un PlayStation à côté de moi alors que je vous parle. Là, oui, c'est clairement. Là, on est chacun chez soi en ce moment. Charles est en robe de chambre. J'ai Xavier devant moi. J'ai écouté comme 3 séries avant d'aller me coucher, puis je vais me plaindre de pas avoir comme assez dormi. Mais quelle belle époque en même temps. Ces gens-là trouvaient le moyen d'être heureux à ces époques-là aussi. La joke, c'est que si on les compare à notre époque de... Hey, by the way, oui. Avez-vous déjà considéré à quel point on vit à une époque fabuleuse? On est à l'époque de l'infini divertissement et du confort au bout des doigts continuel. On aurait pu vieillir dans les années 70 avec aucune de ces choses. À se brosser les dents avec nos brosses à dents en amiante, puis genre mettre du plomb après pour... Avec même pas de home vidéo système, là, juste aller voir des films. On vit dans le futur, on a des ordinateurs dans nos poches. Et même pas le futur dystopique, on est juste avant le futur où ça va se mettre à mal aller. Ben moi, je dis toujours... C'est ça, on est au début de la fin. Et nous autres, on va voir la genèse de la fin, puis on va comme crisser on va mourir avant, fait qu'on est comme, ben c'est fait. Voilà. Ouais. Voilà, je voulais juste qu'on prenne le temps de se rappeler à quel point c'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais Xavier, je repose la question à toi. Est-ce que dans ton dessin, dans ton approche au niveau de l'illustration, tu avais cette crainte de manquer de respect ou de manquer de respect au sujet qui était traité, aux gens qui ont vécu les événements? Oui, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu dans... Quand je parle de personnages qui ont existé, là, j'avais les mêmes tocs, mettons, là, quand je faisais le livre sur Joe Montferrand, là, La Pitoune et la Poutine. Si j'ai... Ben là, c'est l'exemple de Joe, là, parce que c'est toutes des choses que j'ai internalisées quand j'ai fait ce livre-là, puis que j'ai transféré après sur les pires moments. Mais si j'ai lu quelque part que Joe Montferrand était un peu religieux, ben après, faire une joke où il l'est clairement pas, ben non, mais j'ai lu qu'il était religieux. Fait que j'en parle avec Alex. Je fais juste twister ça un peu, juste pour ramener un peu ce que j'ai lu, réconcilier. Les deux. C'est pas parce que j'ai peur que Joe il revienne. Te pète à gueule avec son sommeil. Mais moi, ça fait partie des contraintes du personnage, puis c'est le fun de jouer selon ces règles-là. Exactement. Fait que, quand j'arrive dans les pires moments, il n'y a aucun moment, là, j'essaie de me coller à ce que vous m'écrivez, de toute façon. Je me dis, ben, ils ont fait la recherche bien plus profondément que moi. Puis, il y a juste quelques... J'ai fait de la recherche graphique. Une incroyable recherche graphique, Xavier. Je veux dire, tous les personnages ont leur face. Il y a de la recherche à faire pour les costumes, pour les chars, les objets, les bâtisses. Si je suis capable de trouver quel coin de rue. C'est sommaire, là. Je suis content que ça a l'air vraiment fouillé. C'est Google Images, mon meilleur ami là-dedans, mais si je tape Londres 1940, ben je regarde de quoi ça a l'air, puis c'est ça que j'essaye. Mais moi, c'est le détail qui m'a le plus ébloui à ma première lecture de la BD. C'était de voir, oh mon Dieu, Xavier a tellement fait sa recherche, mon Dieu, ils sont tous là, ils sont tous tangibles, ils sont pas anachroniques. Ils n'ont pas la même face, toute la gang. Ben, c'est ça. Fait que, faire les bonnes faces sur le bon monde, ça c'était un souci que j'avais. Dessiner les bons chars, là, quand Franz Ferdinand se fait assassiner, puis il est dans un... Je pourrais même pas dire quel modèle, là, mais il y en a un modèle, fait que j'étais allé voir de quoi ça avait l'air. Fait que ça c'était ma manière de respecter. Tu dessines des fois des illustrations aussi de l'époque, genre des espèces... je pense que c'est dans Johannes Gutenberg où il y a comme, genre, je sais pas, une série de still frame, de gravures de ce à quoi Gutenberg aurait pu avoir l'air. Ouais. C'est de la super job de recherche, ça, les amis. En tout cas, on a un excellent complément à celle qu'on a faite. Et non, on avait un thread Messenger sur Facebook, tu sais, avec les scénaristes, Xavier, moi, puis t'avais Xavier des fois qui nous envoyait, OK, là, je suis en train de faire des recherches sur les anarchistes italiens, checker à quoi ils ressemblaient, pour vrai, c'est malade. Ils ont l'air, ils sont tous super stylés. Ça, c'est vrai. Là. Ils étaient comme sapés, là, comme... Ils ont 20 ans, tu sais, ça, c'est tout le temps ça aussi, là. Ils ont l'air d'avoir 50, ils ont 20. C'est une tangente, là, mais les assassins de Franz Ferdinand, là, ça m'a fait de la peine un peu, là, parce que sont 7 ou je sais pas combien,
C'est des enfants. Là, tu regardes Les gens étaient ça, des non, adultes mais plus tôt, hein. ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, tu sais. Puis il y en a un qui a genre 56, là, tu sais. Tu sais qu'il les a tous Tu amenés sais dans que c'est son lui, esti d'affaires c'est par lui rapport. le pourri, là, clairement, là. Toutes les autres, ils ont genre un poil là, des dents trop grosses, le linge de leurs parents, tu sais, puis un gun, puis ça, aïe, c'est rochant, pas à peu Mais près. c'est ça qui est fascinant de ces époques-là, c'est que tout le monde était tellement jeune. Tout le monde était un adulte tellement rapidement. Je me sens tellement plouc des fois là, à regarder l'histoire, à voir, mon Dieu. Hey, Manfred Richthofen, le Baron Rouge, l'un des plus grands as de l'aviation, la Première Guerre mondiale, ils l'ont gonné à genre 25 ans. Il y avait 25 ans. Il avait 25 ans. Il s'est fait gonner à partir du sol dans son avion la dernière année de la Première Guerre mondiale. Il aurait pu il aurait pu survivre à tout ça. Il y a de quoi aussi là-dedans. Je trouve que la BD le reflète beaucoup. C'est que l'histoire est crissement ironique. L'histoire est ni qu'ironie. Puis là, on parlait Elle a un bon sens d'humour. Ben oui, ben juste l'assassinat, là, on vient d'en parler de Frank Ferdinand. C'est à quel point, man, comme ce gars-là, il fallait qu'il meure cette journée-là. L'histoire s'est acharnée. J'arrête pas de dire il y a juste 42 personnes à Montréal parce que tu sors dehors, tu vas sur le plateau puis tu croises comme 20 personnes que tu connais, mais c'est ça, sauf que tu te fais buter à la fin de ta journée. Comment dire ça? Depuis que j'œuvre en histoire, là, je pense qu'un des raisonnements que j'ai le plus souvent, c'est, mon Dieu, le pouvoir du destin. Il y a des choses qui étaient faites pour arriver. Il y a des suites, comment dire, de micro-événements qui ne jamais sous-estimer le micro-événement qui va nous mener à un grand événement historique qui va tout bouleverser. C'est incroyable. Ouais, mais Ashton Kutcher avait raison, l'effet papillon, hein. C'est ça, là. Oui, entre autres. À voir en version Director's Cut, d'ailleurs, la fin est bien meilleure. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Hey, Xavier, juste avant que je l'oublie, parce que là, il faut que je te donne ton props. Gros respect pour toi, parce que non seulement t'es super bon, la BD est vraiment magnifique, mais t'as des intertitres, ou plutôt des débuts de chapitres, excusez-moi, où tu vas reprendre des couvertures d'albums de Tintin, de bande dessinée. On a Action Comic numéro 1, justement, avec la voiture de Ferdinand. Mais t'as fait la meilleure référence que j'ai faite. Ce gars-là, j'ai du respect pour lui. Une référence au Schtroumpfissime, deuxième album de Peyo, des Schtroumpfs. Le meilleur album des Schtroumpfs, selon moi. C'est une pas pire, parce que c'est pas juste le Schtroumpfissime, c'est aussi les Schtroumpfs noirs en même temps. Oh oui, c'est vrai, t'as raison. T'as les deux premiers. Hein. Pour la Révolution française, je trouve que c'est un pas pire doublé. Mais ainsi que des références, genre, d'autres séries cultes de vieux nerds des années 80. Il y a une de tes couvertures, Xavier, c'est rare, man. J'étais tellement content d'être rare le temps d'une case de BD. Bonne vieille aventure d'hommes préhistoriques qui combat des T-Rex. Vous avez manqué quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y avait comme 5 minutes d'introduction pour genre 20 minutes de show, là. Oui. Ces années-là, il fallait rentabiliser notre temps. Là. Genre, on fait pas assez de séries sur des hommes préhistoriques qui cassent la gueule et des T-Rex aujourd'hui. Ouais, je sais pas, c'est comme si c'était pas un C'est pas vrai, il y a Genndy Tartakovsky qui en a fait une excellente, ça s'appelle Primal, et c'est du putain de génie, si vous voulez. Le gars qui a fait Samurai Jack et le laboratoire de Dexter, un de ses projets les plus récents, c'est pas vrai, ça fait déjà quelques années, là. Il a fait une bonne vieille série sans dialogue d'une histoire d'hommes préhistoriques qui cassent la gueule à des dinosaures, des espèces de sorcières préhistoriques, de magie primale comme dans Ra. Je vous le suggère, hein, je pense que c'est 13 épisodes d'une affaire comme ça. C'est un putain de charme. Une autre affaire à acheter sur la liste. En parlant d'énergie primale, on a notre ami Laurent Boutin qui vient se joindre à nous. C'est sûr que Laurent Boutin, il connaît Primal. C'est sûr que tu connais Primal. Vous parlez de Schtroumpf puis de Primal, en même temps, j'arrive. Oui, je suis là. C'est ça. On t'a invoqué. Il fallait que je parle du Schtroumpfissime avant que je l'oublie, mais je savais pas si t'allais te joindre à nous tout de suite. Fait que, regarde, on a pogné un 20 sur notre jet d'invocation de Laurent Boutin. C'est vraiment ça. On a tous les éléments réunis. Tu connais Xavier? Est-ce que tu connais Charles, Laurent? On se connaît pas en vrai, non. Voilà. Salut. Bonjour, c'est un plaisir. Laurent on est en train de bander sur Primal, tout va tellement bien. Ben écoute, c'est honnêtement peut-être la meilleure
œuvre que j'ai consommée de ma vie. Je suis prêt à aller. Ouais, mais jusque-là. attends, toi, t'es fan de dinosaures en partant, fait qu'il y a peut-être un. Ouais, mais tu sais, des fois, je veux dire, des fois, je sais que je suis impartial parce qu'il y a des dinosaures. Tu sais. Genre, oui, j'ai trouvé mon fun dans le dernier Jurassic World, mais je sais en quelque part que c'est de la vidange. Ben tu sais. oui. Ouais. Mais ça, oui, il y a des dinosaures, mais oui, c'est la meilleure affaire que j'ai jamais vue de ma vie. OK. Mais c'est correct d'aimer des affaires juste pour des détails comme ça. J'aimerais vous rappeler que, encore une fois, que j'ai aimé les sequels de Star Wars. Alors, Oui, tu t'en as parlé en pré-show, là, je pense que. Si quelqu'un veut aimer des Jurassic Park parce qu'il y a des bébites, je pense que c'est une excellente façon de consommer ce médium. Ouais, mais tu sais, comme le Jurassic World, je peux pas le conseiller vraiment, tu sais, mais Primal, je suis comme même, tu sais. Primal, man. Ouais, Il y a quelque chose de Conan le barbare, il y a quelque chose de toute cette espèce de dark fantasy des années 80, 70 même, qui a été complètement perdu, de vieux donjons et dragons, de vieilles illustrations d'époque à la... C'est du satané génie. Là, Laurent, éventuellement, il va falloir qu'on parle des BD de Tops de Jurassic Park, qui est sorti dans les années 90. On est-tu obligé? Ben, on peut essayer dans les lire. Je sais pas que c'est bon, mais... Oui, OK, on peut. Parce que tu sais, des fois, tu vas fouiller, puis tu sais pas pourquoi, puis il y en a eu un shitload de ces bandes Il y en a dessinées. vraiment beaucoup. J'en ai lu une couple, mais j'en ai pas lu des bonnes, par exemple. Ouais, mais je sais pas pourquoi ils s'ostinent tout le temps à retourner sur l'île. Allez-y pas, puis c'est fait, là. Il y en a pas de problème. Allez pas sur l'île. C'est réglé. Ouais. C'est ça. Mais Laurent, puisque tu viens de te joindre à nous, est-ce que tu as des questions pour nos invités? Ben là, je sais pas trop de quoi vous avez parlé, fait que continuez. Ben, je vais embarquer. De tout. On parlait de tout. On a parlé d'Ahsoka tantôt avant l'émission. On a parlé de Star Wars. On a parlé de Peste Noire. Fait qu'on est dans la zone. Je pense pas que tu peux te planter. J'avais une petite question pour Xavier, parce que en fait, je pense que je t'ai jamais posé la question, puis c'est une question comme de base, mais toi, mettons qu'on en ferait d'autres, là. Mettons. Des moments de l'histoire, là. Est-ce que tu aurais un sujet que tu aimerais vraiment dessiner, où tu es comme, oh my god, j'aimerais ça faire de la recherche là-dessus, dessiner tel personnage, tel événement? C'est une bonne question, ça, Gauthier. C'est même un beau défi, Xavier. Y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on fasse? Hein? Un gros robot? On aurait le droit. C'est comme trop une belle question. Qu'est-ce que tu veux dessiner, Xavier? Je vais pleurer tellement c'est une belle question. Ça, c'est le genre d'affaire, ça. Là. Ça, c'est une fin de semaine au complet. Je m'assois devant mon laptop, puis je fais une liste là, de 200 époques obscures. Là. On parle d'hommes préhistoriques. Là. Oh là 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 là, ça, c'est des affaires que j'aime. Toute la Mésopotamie, là, dont je sais à peu près rien, à part que c'est super vieux. C'est peut-être une petite affaire sur l'âge du bronze, l'âge du fer, toutes ces époques préhistoriques desquelles on connaît qu'une réalité très floue, finalement. Absolument. Hammurabi et son code de drôle de pistolet, là, où genre, c'est comme le premier code de loi, là, le code d'Hammurabi. C'était comme un espèce de roi babylonien. Là, ouais, c'est ça, là. T'sais, lui avait écrit, là, c'est ça, le premier code de loi qu'on connaît. Là, le livre de la loi, là, de la cité d'Enoch, puis toutes ces espèces de vieilleries-là. Ça, c'était quand même un pas pire moment de l'histoire. Là, les lois, ils étaient hardcore en tabarnak. Là, genre, tu voles une orange, on te coupe une main. Si tu voles juste une noix, c'est un doigt. C'était vraiment très, Qui a pris le temps d'écrire ces règlements-là. C'est ça l'affaire. Une noix, un doigt. Monsieur Hammurabi. Il avait beaucoup de temps à perdre de roi babylonien. Mais ouais, j'ai beaucoup de romantisme dans mon cœur pour tout ce qui sort un peu de notre civilisation à nous. Là. Dès qu'on arrive dès qu'on sort, là, qu'on va un peu plus loin que la Grèce antique, là, où on reconnaît encore un peu des choses qu'on fait de nos jours. C'est encore c'est un peu notre gang encore, là, mais dès qu'on va plus loin que ça, je capote. Là. Un récit de samouraï, peut-être? Le Japon complet, la Chine, l'Amérique du Sud avant qu'on arrive, toutes des choses comme ça. Ça me fait... un petit épisode méso-américain, précolombien. L'île de Pâques, toutes ces places-là que ça me fait rêver. Des endroits où l'homme blanc tout massacré, malheureusement. Ce serait un chouette défi, ça, à se donner, ça. Je veux dire, plus on en parle, plus je trouve ça motivant. Là. J'ai l'impression... Xavier, rappelle-moi, si on fait une prochaine BD, là, un des chapitres, j'aimerais ça que ce soit toi qui choisisses le thème. Oh. Et nous, on fait
s'accorder à tes désirs. Et là, il y a un bruit de bonus magique. Je l'avais rajouté en poste. Toi, est-ce que... Non, mais c'est ça le plaisir de travailler comme ça, je veux dire, avec des artistes, c'est mon Dieu, de se challenger de cette manière-là, puis de faire confiance à, je veux dire, à ce que l'autre personne aime, puis c'est en tout cas, moi c'est ça le plaisir de travailler avec des artistes, là, se renvoyer la balle comme ça, là, puis ça va dans les deux directions. C'est comme une chimie, quelque chose qui se crée, qui peut pas se faire tout ça de toute manière, fait que je pense que le résultat... Généralement, en tout cas... Je crois être une bonne personne pour empathiser avec pourquoi les gens aiment certains détails de gros nerds et très souvent c'est les mêmes raisons pour lesquelles j'aime ces affaires-là. Fait que attends, on va retourner à la question. Toi, Charles, est-ce que tu aurais un récit, quelque chose que tu n'as pas traité encore dans le cadre du podcast ou de la BD que tu aimerais faire? Comme un effet divers là, qui n'a pas été encore fait. Il y en a quelques-uns. L'affaire, c'est que c'est... étant donné que c'est des plus petits épisodes, ça permet, comment dire, ça nous donne la possibilité de nous concentrer sur des faits divers beaucoup plus précis dans l'histoire. Et ça, c'est certes pas inintéressant. Moi, mon exemple sur ça, là, ce que je pense qu'il ferait une bonne BD éventuellement, je viens d'écrire un épisode sur de la saison 6 des Pires Moments sur Thomas Edison. Fascinant personnage. L'affaire de l'éléphant, là? L'affaire de l'éléphant. Thomas Edison, à un moment donné, pour prouver que le courant alternatif est dangereux, a décidé d'électrocuter un paquet d'animaux avec des générateurs à courant alternatif. Comme des chiens, des chats et compagnie. Et à un moment donné, ce qu'il a fait, il a perdu sa guerre des courants éventuellement. C'est Nikola Tesla qui l'a gagné. Tous les devices qu'on utilise aujourd'hui sont à courant alternatif. Le courant continu d'Edison, on utilise ça dans les flashlights, puis c'est à peu près tout. Et à un moment donné, c'est ça. Edison finit par inventer la caméra. Et dans les petits films qu'il créait pour les Nickelodeon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de long métrage, c'était juste des séries de courts films que tu allais écouter en mode peep show dans des espèces de grosses machines steampunk à l'entrée des parloirs. Femme traverse la rue, genre enfant fume une cigarette. Femme porte des pantalons. Oh mon Dieu! Un seul round d'un match de boxe. Deux chats qui se battent avec des petits gants de boxe. Je vois ça. Une belle soirée avec ça. Et un des films que Thomas Edison proposait, c'est le fameux Electrocuting an Elephant, où il y a un éléphant qui avait été condamné à mort parce que, checkez bien ça, parce qu'il avait tué un gars soûl à une représentation de cirque parce qu'il lui avait brûlé la trompe avec un cigare. Et là, il fallait trouver un moyen d'euthanasier l'éléphant suite à ça. Mais il avait raison, l'éléphant, c'est ça qui... En tout cas. Mais bien sûr, mon Dieu! Légitime défense, cet éléphant. Défense. Et là, faut système de justice. Et là, il faut trouver un moyen d'euthanasier un éléphant au début du siècle. Là, il était comme, c'est qu'on le met dessus genre sur un train, puis là, il coupe la tête genre en détachant 2 wagons de train. On fait une grosse guillotine géante à éléphant. Comment est-ce que tu euthanasies un éléphant? Et c'est là qu'arrive ce bon vieux Edison de faire... à mon souvenir, le courant alternatif de merde de Nikola Tesla peut électrocuter pas mal n'importe quoi. On pourrait genre filmer un éléphant qu'on électrocute. Et c'est ce qu'il a fait. Et le film est disponible sur Wikipédia et sur YouTube. Si vous voulez voir un éléphant se mettre à fumer des pattes et s'effondrer à l'horizontale après avoir reçu un voltage méga élevé à travers son gros corps d'éléphant, ça existe. On a tout le temps été des mardes, hein, les humains. Ben oui. Ça date pas d'hier. On a toujours été des bonnes personnes aussi. Hein. C'est relatif. Hein. Sure. Là, c'est parce qu'on est en train de focusser sur toutes ces fois où on a été d'épouvantables fuckers. Puis c'est ça le but des pires moments de l'histoire, c'est de soulever des roches puis checker c'est quel bébé il y a en dessous, mais non, la vérité c'est qu'on n'est pas tant des mardes, on n'est pas tant des bonnes personnes, on est juste continuellement les mêmes. On fait tant les mêmes erreurs, c'est le problème. Dans tout ce que ça a de plus moralement guéri. Je posais la question, en fait tu le connais, Charles, notre ami Simon Predge qui fait Ars Moriendi, tu as fait un livre avec lui, je pense que c'est Les Chroniques de l'Abîme. Bon vieux chum Predge. Yes, puis Predge, j'ai posé la question comme toi, à un moment donné, ça te démoralise pas de parler de ces choses-là, parce que, tu sais, Predge, il fait dans le crime souvent sordide, puis il va dans les détails, là, c'est pas quelqu'un qui va en parcimonie. Puis il dit non, je suis devenu plus empathique avec le temps, étrangement, à écouter puis raconter ces histoires-là, puis de lire là-dessus. Puis la question, c'est, est-ce que ce genre d'empathie, vous l'aviez en racontant l'histoire, ou au contraire, vous êtes complètement indifférent à ces affaires-là qui se sont produites des fois, dans certains cas, il y a
des centaines d'années? Pas, je dirais, c'est une certaine forme d'empathie, mais c'est surtout une compréhension plus indulgente de la créature humaine. Mm-hmm. On est les mêmes défauts. On est les mêmes. C'est la bonne vieille avarice, la bonne vieille luxure, le péché capitaux, némite. C'est ça. C'est souvent ces affaires-là qui nous gouvernent, peu importe où on est dans l'histoire. Et c'est le fun, comment dire, de nous voir aujourd'hui à une époque où on a souvent tendance à s'autoflageller quand même, puis à se dire qu'on a détruit la planète, à se dire qu'on est l'homme, le monstre à part entière. Non. Le bien et le mal sont des notions moralement grises et on est les mêmes humains. C'est ça qui est fascinant et qui est réconfortant d'un certain point de vue. Xavier, toi, comment tu réagis face à ces histoires-là? Est-ce que tu es empathique ou trop empathique ou pas assez empathique? Je pense que je suis exactement le bon niveau d'empathique. Qui serait? Je pense que oui, moi aussi. Qui serait? Mais je suis capable d'en rire. Je suis capable d'en rire. Je suis capable de prendre l'anecdote historique comme le bon conseil, le bon contre-exemple que ça devrait être. Puis, c'est l'empathie du gars qui va devoir dessiner un cartoon de la situation. Ouais. Comment je peux trouver la twist amusante à ça? Ouais, parce qu'il y a des... Quand vous traitez du récit de l'espèce de citerne de mélasse qui explose, il y a des enfants qui sont morts là-dedans. Fait qu'à un moment donné, tu montres qu'il y a du monde qui été pris dedans, mais tu peux pas non plus montrer un kid de 3 ans en train de se faire bouffer, asphyxié par la mélasse. Ben, tu peux, mais il y a une façon de le faire. C'est ça. C'est quoi la façon de le faire? Tu mets pas il sourit pendant qu'il meurt? Tu mets pas Charles à côté en train de pointer du doigt et rire très fort. Puis vous, cet enfant loser. Avec ses petites pattes, il s'est pas sauvé. C'est vraiment spécial parce que, tu sais, ce chapitre-là, on fait la lecture, tu sais, Charles en fait la lecture devant le public, puis on a les cases projetées, en gros, derrière Charles, puis le plus gros silence, un peu de malaise qu'on a, c'est pour le cheval qui se fait gonner. Le cheval! Oh, oui. Alors que 3 pages plus tôt, on montre un berceau. Oui, c'est vrai. Oui. Dans genre la fucking vague de mélasse. Puis t'es comme, tu sais, l'humour, là, des fois, là, comme, tu sais pas où ça atterrit. Ça va dépendre mais du c'est parce que le cheval est tué par l'intervention humaine après la catastrophe. J'ai l'impression que c'est ça qui vient marquer les gens. Là. C'est le fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu le terrible choix à faire de... Il est impossible de nettoyer un cheval une fois qu'il est plein de mélasse. C'est sûr. C'est ça. Je pense que c'est surtout ça. C'est qu'il n'est pas mort sur le coup. C'est qu'on a décidé de ne pas faire l'effort de le sauver. Tu sais. Ça allait être trop de job. Et plus encore, on a décidé de faire l'effort d'euthanasier le cheval parce que ça allait être impossible de le nettoyer. Et je pense que c'est ça qui vient marquer les gens dans cette affaire-là. Ça allait être trop de job. Au moins, avec le recul, il n'est pas électrocuté comme un éléphant. C'est ça. Peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être que ça aurait été plus instantané, une bonne vieille électrocution. Qui sait, mais là, on relativise. Tu parlais tantôt, Xavier, de Charles qui pointe du doigt. Est-ce que ça a tout le temps été le plan qu'il soit un peu le Crypt Keeper de la bande dessinée, le narrateur invisible? C'est exactement l'exemple que j'avais en tête quand j'ai commencé à dessiner. Je cherchais à représenter Charles. Tu sais, le choix que c'est fait de me prendre comme artiste parce que la Pitoune et la Poutine, je savais que j'allais intégrer Charles dans l'histoire, qui allait se promener un peu comme Gonzo dans le film de Noël des Morettes. Oui, la meilleure interprétation de Charles Dickens. Donc je savais que je voulais ça, puis après ça je me disais ok, faut que je le dessine pour qu'il se ressemble un peu. Puis là, bon, tu sais, je vais pas t'insulter, Charles, là, mais tu sais, la version bonhomme de Charles Beauchesne, c'est quand même un peu un gars qui a une tête ronde, des sourcils. Je suis ok, ça me prend juste un... Je sais de quoi j'ai l'air, là. Ça me prend juste une petite saveur de plus, puis je me dis, dans le fond, là, ça rejoint... Si j'ai fait les dents pointues, ça le rend
ça le rend dangereux, puis c'est un peu ça aussi. Mesquin aussi. Ça me rend carnassier. C'est ça. C'est un de mes détails préférés, ça, Xavier, de ce que tu as fait dans les premiers essais. Colin, Xavier m'a fait avec des dents de requin. C'est la perfection. C'est ça. C'est la meilleure illustration du ton. C'est ça, parce que c'est pas le plaisir que le Charles des pires moments de l'histoire prend, ou a l'air de prendre dans ces événements-là. C'est une ligne qui bouge. Là, des fois, on ne sait pas si ils trouvent ça drôle, les affaires qui arrivent, ou des fois, c'est juste une espèce de... faut bien en rire parce que c'est tellement décourageant, mais je trouve que ça bouge. Puis avec les dents pointues, l'espèce de ton de Crypt Keeper, tout se rejoignait. Là. Je me disais, OK, ça va être ça. Puis il est en même temps, des fois, il est témoin, mais des fois, il est aussi happé par les scènes. Mais je pense que l'exemple de Gonzo, c'est parfait. C'est exactement ce qui arrive dans mais il y a plusieurs... il y a aussi l'influence de Gottlieb est arrivée rapidement aussi dans nos discussions avec François puis Audrey aussi, où on voulait un personnage qui... Parce que, étant donné qu'il y a tellement de textes puis qu'on raconte beaucoup, ça nous prenait un personnage narrateur. Puis après ça, pour nous, c'est arrivé vraiment rapidement qu'il fallait qu'il soit qu'il fallait qu'il soit influencé par la diégèse aussi, par l'histoire qu'il raconte. Ça permet aussi de passer le lecteur à travers les étapes de l'histoire en fudgeant pas. J'ai pas besoin d'inventer des aventures à Franz Ferdinand de plus que ce qu'il a fait. Je peux les faire vivre à Charles. Ça, et de le guider à travers ce qu'il devrait ressentir aussi. Exactement, ce qui est suggéré qu'il ressente par la face du personnage qui est en train d'être l'espèce de narrateur omniscient, intemporel, Time Lord, Doctor Who, appelez-le comme vous voulez. Là. Exactement. Puis comme toute la narration, justement, se fait à travers le point de vue de Charles, tout ça. Les transitions passent par lui aussi, c'est lui qu'on suit. Ça s'est tout installé naturellement. Là, je suis content de tous les compliments que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas 36 façons d'adapter ce podcast-là pour peut-être pour toi, c'est une évidence, mais je suis sûr que c'est pas nécessairement le go-to que les gens qui sont pas BDistes ou auteurs de BD vont aller automatiquement. Là, c'est ton travail qui fait qu'à un moment donné, tu as su par où passer là, pour raconter l'histoire. D'ailleurs, je me demandais, au niveau de l'adaptation, est-ce que ça a été compliqué? Parce que j'ai l'impression, mais je m'en suis pas rendu compte pour comparer, mais avez-vous coupé dans le texte pour que ça soit plus condensé, comme si des 4, 5, 6 pages des fois d'histoire? Est-ce que la chronique était excessivement coupée? C'est des chroniques de 4 minutes sur lesquelles on s'est basé. Fait que je dirais que ce qu'on a surtout coupé, c'est des référents à La soirée est encore jeune qui n'auraient... on a enlevé les jokes de Petrovski, puis c'est ça, finalement. Exactement, qui hors contexte ferait absolument aucun sens. C'est redonner un joli... On parle de la peste noire, puis t'as une référence à Petrovski, ça aurait été malade. Jean-Sébastien, puis sa boîte à lunch Elvis Stoïko. J'aimerais bien, là, mais ce n'était plus utile dans ce cadre précis. Ouais. Et non, c'est le fun parce que ça nous a obligés à prendre un rythme un peu plus rapide que celui du podcast où, en tout cas, j'allais dire, j'ai tendance à m'éterniser, mais non, où je m'éternise continuellement pour toutes sortes de raisons parce qu'il faut croire que je suis amoureux du son de ma propre voix, là, mais non, je pense on n'a pas coupé tant de textes que ça parce que les chroniques étaient déjà quand même relativement courtes. C'était surtout de faire de l'adaptation de tronçons du texte qui nous inspiraient des choses en images, tout en laissant à Xavier suffisamment de liberté pour qu'il soit créatif, mon Dieu. Puis c'est ça, travailler avec des artistes, se laisser être créatif. C'est ça, c'était ma question, parce que dépendamment des auteurs de BD à qui vous parlez, les scénaristes vont donner beaucoup de directives au niveau visuel. Il y en a qui vont faire pratiquement le découpage dans leur scénario, d'autres vont laisser place à l'artiste. C'était comment? Est-ce que vous aviez des directives très particulières, très précises pour On a fait des suggestions. Okay. On a fait des suggestions à l'écrivain. Ah, by the way, Xavier, nous, on a cette image-là en tête quand on est en train de le faire. Check si ça t'inspire. Des fois, on faisait défi, peux-tu nous le faire de même? Peux-tu mettre un perroquet à cette place-là ou je sais pas quoi? Mais toujours des affaires très, très floues parce que toute l'information est dans le texte. Ouais. Tout est là. Toutes les directives sont là. Plus que ça, je voulais pas qu'on...
je voulais pas qu'on enferme Xavier dans une case où ça aurait pas été stimulant pour lui en tant qu'artiste. On a bien fait de faire les choses comme ça parce que moi, je suis bien content du fun créatif qui a été eu de tous les côtés. On jasait tantôt, ça serait ouvert à faire un deuxième album, Gauthier, toi? I guess que après la réaction au Saguenay... J'ai gosse depuis déjà longtemps pour faire un 2, mais tu sais, je suis conscient aussi que chacune a ses moi, ça me horaires à tente. respecter. Mais oui, tout le monde... C'est ça qu'on s'est dit. Tout le monde dit oui. Bon, ça va. Quand est-ce qu'on va avoir le temps? Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être Faites un plus tôt doodle, que tard. Ouais, Mais c'est ça, oui, effectivement, on était un doodle de se décider. Là. Ça va bien. On a envie. Tout le monde a envie de le faire. Est-ce qu'il reste des petites capsules à adapter? Genre, Je pense que ça serait du nouveau stock. Là. C'est ça serait tout du nouveau. Ça serait 100% une inédit. valeur ajoutée en plus. Ouais. Oui, et ça viendrait avec, c'est le fun parce que ça viendrait avec d'autres, d'autres défis créatifs, puis je le dis d'une façon excessivement positive. Là, cette fois-ci, ce serait de faire des épisodes qui sont scriptés, de façon où on scripte de la bande dessinée. Ouais. C'est pas juste repasser des capsules qui, après ça, sont adaptées en dessinée. Là, on devient des scripteurs BD. Ça, c'est quelque chose de fascinant parce que je ne l'ai jamais fait dans ma vie. C'est ça va changer ton écriture peut-être un peu aussi. Peut-être, ou les possibilités de joke qu'il y a à faire, ou les possibilités de didascalie, de mise en scène, Tu vas peut-être plus penser au visuel dans ta narration, dans votre narration, c'est ça? Ou faire plus de suggestions, ou puis là, ça fait qu'on se donne, mutuellement avec Xavier, des défis différents sur ça. Là, je sais pas, on l'a pas essayé, mais d'emblée, j'ai l'impression que ça va être ça. OK. Vas-y donc, mon Laurent, parce que t'as pas posé de questions encore, Oui. puis je veux pas laisser compléter. Moi, en fait, je me demande, je sais que c'est difficile avec pas de recul, là, mais surtout toi, Charles, ça fait longtemps que tu fais ça. Est-ce que ça arrive que tu vois des événements contemporains se dérouler puis te dire que ça, c'est en bonne voie pour que dans genre 50 ou 100 ans, ça devienne un pire moment de l'histoire? L'histoire est cyclique. Et Time is a flat circle, my friend. Et le fait de connaître sa ligne du temps, puis souvent de savoir qu'est-ce qui a mené à la catastrophe, ça devient facile d'identifier les patterns. Et évidemment, l'histoire est cyclique. Je veux dire, l'histoire est cyclique dans le sens que on fait des erreurs similaires dans des contextes différents avec des technologies qui sont différentes. Et peut-être avec des finalités qui sont différentes. Mais il y a des phénomènes observables qui font très, très peur. Et si on parlait du néofascisme américain et de tous les dangers relatifs à cette affaire-là, relatifs à des leaders populistes qui font perdre foi aux gens envers les canaux d'information, envers le système, envers les canaux d'information traditionnels, envers les... Fait que là, tu te ramasses avec des tronçons non négociables de populace qui sont prêts à qui ne veulent que croire ce qu'ils ont envisagé eux et qui vont twister toutes les vérités afin de corroborer à leurs hypothèses à eux et à la réalité qu'ils sont en train de créer par pensée magique. C'est une affaire tellement fucking dangereuse, les amis. Ouais. S'il y a quelque chose qui va être je veux pas être un prophète de malheur, mais non, je suis quasiment Vas-y, t'es un prophète de malheur. S'il y a quelque chose qui va être la fin du monde américain et de la liberté américaine, c'est bien ces réalités-là. Et il va y avoir une scission à un moment donné. Il va y avoir, est-ce que ça va être une guerre civile? Est-ce que ça va être est-ce qu'il va y avoir de la répression, puis après ça, on est parti dans le néofascisme. J'ai aucune façon de le prédire, sauf que la Terre, en ce moment, est un baril de poudre d'opinions dangereuses et divergentes. Tu l'as dit tantôt que l'histoire est cyclique, mais c'est vrai, dans le cas du fascisme, je voyais un moment donné un historien qui parlait que c'est souvent des cycles de 80 ans. Parce que les gens ont pris le temps de l'oublier. La génération qui l'a vécu, qu'il soit combattu ou qui a été confronté à une certaine idéologie fasciste,
est morte. Puis là, t'as la nouvelle génération qui découvre ces idées-là, qui ont tout le temps été aussi mauvaises, mais qui ont pas de... C'est pas concret. Puis c'est drôle à dire, mais quand on regarde des vieux vidéos de la Deuxième Guerre mondiale en noir et blanc qui marchent vite, là, t'as l'impression qu'on est tellement des alluminières de ce fucker-là avec la petite moustache. Mais la réalité, man, c'est qu'on est pareil. On est juste à côté. On est juste pareil. On est juste à côté. C'est incroyable qu'on ait oublié comment on... Hey, fut une époque où la Première Guerre mondiale, on l'appelait la guerre pour mettre un terme à toutes les guerres. Je vais prendre le temps de se faire une petite liste des quelques guerres qui ont eu lieu après la guerre. Il y en a une qui a été lancée il y a 2 jours. Là. Fait qu'on... Mais oui, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est... Je sais pas c'est quoi la bonne nouvelle, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on est des PlayStation. La petite vie est revenue, hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. Chez lui, c'est une bonne nouvelle. Ce que je comprends de ta réponse, en fait, c'est que oui, tu es capable de l'identifier, mais que soudainement, sans ce recul-là, c'est beaucoup moins drôle que les vieux événements depuis le 100 ans. Peut-être que le petit-fils de Charles va pouvoir faire un podcast là-dessus. Charles. Ouais. Je lui souhaite que non. Je lui souhaite de vivre dans un... Hey, le bon vieux futur, là, comme dans Star Trek, là, où on a réglé là, tous les problèmes, puis on fait juste créer des couvertures à partir de rien. Là, puis, Parle-moi pas sur le sujet. Moi, je dis que le New Trek, avec les nouvelles séries, c'est parce que c'est excessivement glauque puis orienté à action, les nouveaux Star Trek. On n'est même plus capable de s'imaginer ce futur-là. On a beaucoup de difficultés à s'imaginer ce futur-là. Un point où est-ce que... tu veux dire, où on a réglé le problème de ressources. Exactement. Puis là, je pourrais parler de Star Trek pendant 1 heure parce que je suis un Trekkie et un fan de Star Trek, de Star Wars aussi. Oui, je suis désolé, je suis de cette fusion impossible entre le lait et l'huile. Mais mon arrivée était prédite dans des anciennes tablettes il y a très 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 longtemps. Mais celui qui unit les deux fanbases. Je peux marcher le jour, man. Non, mais sans farce, là, le nouveau Star Trek, quoique, bon, il y a des séries qui sont exception à la règle, a beaucoup de difficultés à s'imaginer un futur, le futur utopique qu'on voyait dans le Star Trek Next Generation avec du tapis. Là. On n'est plus là parce qu'on est cynique, puis le futur où tout va bien se passer, on va être capable d'adresser les problèmes, est de plus en plus vu comme naïf. Donc, c'est reflété même dans ce futur utopique-là qu'on n'est plus capable de s'imaginer. Il faut qu'il soit... On n'a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir même dans Star Trek. Qu'on en soit là dans le zeitgeist, là, qu'on en soit rendu que c'est de la naïveté que de croire en un futur qui est... On vit une époque tellement cynique. Et c'est moi qui est en train de dire ça, mon Dieu. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, messieurs, les amis. On est là à une époque où Spock fait des fuck you, tu sais, je veux dire, c'est là. Ah non, qu'est-ce qu'il a fait pour quoi? Non, il a pas fait ça, c'est juste une image. Mais pour dire qu'on est... On est rendu là. On est rendu là. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être même sain de face à ces événements-là. Et d'en faire de la BD, d'en faire des podcasts, d'en faire des pas des trucs humoristiques, mais où on va désamorcer un peu l'histoire puis la tragédie. Je pense que le Daily Show, entre autres, est une émission qui fonctionne parce tant qu'à subir l'information puis l'événement, on va se le rapproprier puis on va en rire. On a besoin de ça. C'est sinusoïdal, hein? C'est un... Je veux dire, on passe toujours, genre, une décennie Grimm à s'auto-flageller pour ensuite passer une autre décennie où on décide d'avoir du fun puis de faire le party pour ensuite retomber dans une autre décennie où c'est grim dark comme jamais. Vous m'excuserez l'anglicisme, là. Fait que peut-être qu'on est sur une trajectoire d'un monde un peu plus optimiste, qui sait, quand tout le monde va être bien saturé de ténèbres. Ouais. Puis tu sais, même si on le sait, les pires moments de l'histoire fait de l'humour avec ça, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a toute une dimension pédagogique derrière, où on apprend les choses. Ouais, plein de choses. L'important qu'on soit dans une époque plus sombre ou plus lumineuse, l'important c'est de continuer à apprendre, peu importe. Il n'est pas trop tard. C'est ça aussi le message de tout ça. Je veux dire, oui, les humains, on est pareil, puis oui, à partir du moment où on est capable où on commence à connaître nos patterns, à savoir comment est-ce qu'on fonctionne, c'est quoi les erreurs qu'on a faites dans le passé, je veux dire,
il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a la possibilité d'apprendre de toutes ces choses et devenir... Puis là, je dis pas nécessairement que c'est les pires moments de l'histoire qui font des gens des meilleures personnes. L'histoire en général... Depuis que j'ai lu les pires moments de l'histoire... J'ai décidé de changer le monde et de l'influencer positivement avec mes faces phonées en bonhomme. Mais non, mais dans le sens que l'histoire, ça sert à ça aussi. Ça sert aussi à... Si on se libère éventuellement du cynisme, ça sert à orienter l'humanité vers ce que vous voulez qu'elle soit. Mais est-ce qu'en tant qu'historien, je ne sais pas si c'est une formation d'historien... Non, je suis un nerd qui fume du pot en écoutant des documentaires. C'est vraiment... Mais néanmoins, tu parles beaucoup d'histoire. Est-ce que ça devient pas frustrant une moment donné de voir ces erreurs-là se répéter? Genre, as-tu le goût de brasser du monde en disant « On l'a déjà fait, ces niaiseries-là, arrêtez, écoutez-moi ». J'ai sporadiquement des passes comme ça, mais la vérité, c'est que c'est excessivement énergivore et que souvent, le stance que je prends par rapport aux événements, c'est... Il n'y a rien de mieux qu'être un spectateur. Nous, les humains, on est aussi l'univers qui s'observe lui-même et peut-être qu'en ce moment, on est malheureusement en train d'observer une expérience d'humanité. Et qu'il faut faire de la limonade avec cette affaire-là dans la salle de cinéma avec le genre... Marc Aurèle a dit exactement ces mots-là. Y a-tu dit ça? Non, mais il a fait de la limonade, puis... Il a fait de la limonade dans un cinéma. Ouais. Je pense qu'il venait de perdre son deuxième fils, puis il était comme fait de la limonade avec l'empereur philosophe. Mais je pense que c'est sans faire de la philosophie à deux sous, c'est de plus en plus dans le monde dans lequel on est, je pense que des fois, fermer sa gueule, c'est un luxe. Puis je dis pas que je suis sage, j'ai 42 ans puis je criche que je suis un épais, mais avec le temps, c'est la chose que de plus en plus j'essaie de me forcer à fermer ma gueule, t'sais. Parce qu'aussi les situations changent constamment, les choses évoluent constamment, t'sais. Puis ça, c'est un truc que tout le monde l'a soulevé là, durant l'émission, c'est que oui, l'histoire a une certaine propension à se répéter, mais en même temps, elle est pas fixe. On sait pas ce qui va se passer demain, on sait même pas ce qui va se passer dans 3 heures. Puis tout peut changer, tout peut arriver. On peut rien prédire et tout est une... Et c'est important aussi de se souvenir que tout est une sinusoïdale. C'est toujours... On va toujours dans l'excès de quelque chose pour arriver à une épuration pour en revenir à un excès. Ça va être ça jusqu'à ce que soit on se détruise dans un excès ou qu'on réussisse à prolonger une période de simplicité, de hippie communiste, comme vous voulez. Là. Où on transcende l'humain, puis petit bébé. Attention, transcender l'humain, parce qu'après ça, on devient des monstres. Là. Après ça, on devient des borgs. Non, mais j'avais pas... Non, mais moi, mon image, c'était le petit bébé dans 2001, de l'espace qui revient à la fin, là, tu sais. Oui, transcender l'humain comme ça. Dans ce sens, oui, c'est ça. Question pour vous autres, parce qu'avant de commencer l'enregistrement, je parlais à Xavier de mon amour profond pour les documentaires, même si je sais que c'est de la schlock sur les fantômes et esprits, parce que j'en sais trop là-dessus, même si je suis un sceptique, là, mais j'adore ce genre d'affaires-là. Je fais mon smart durant la journée, mais le soir venu, j'ai tout le temps un petit peu la chienne. Quoi qu'il en soit, je trouve ça excessivement divertissant et je pense que Xavier partage un peu mon intérêt pour la chose. Je me demandais, est-ce que c'est autre mandat de traiter de paranormal ou à tout le moins de Nostradamus ou ce genre de dude-là de l'histoire? On pourrait faire la même chose avec Christian Page, en fait. Avec Richard Beauchin. Il sort une BD d'ailleurs. Hein? Non, c'est pas ouais. On a déjà effleuré la chose avec la malédiction de la momie, là, où c'est un fait historique qui est beaucoup influencé par les croyances populaires puis les légendes urbaines. Puis c'est ça. Je pense que ça pourrait être intéressant de ce côté-là, que ça reste d'un point de vue historique comment les phénomènes paranormaux, les croyances paranormaux ont influencé des comportements humains très réels. Ça me fait toujours capoter quand... dans Hardcore History, justement, là, je pense qu'il en parle à un moment donné où il se dit... il demandait à un de ses enseignants en histoire là, de quelle manière la magie a influencé telle guerre. Puis la réponse officielle, c'est toujours « Mais non, mais la magie n'existe pas. » Oui, mais... Eux autres, ils croyaient en tabarnouche. Les parents de leurs parents avec, puis les enfants de leurs enfants avec. C'est ça. Ils viennent de 200 ans de la magie existe, puis ils s'en vont vers 200 autres années de la magie existe. Puis ça, je me dis, ça a une influence. La magie existe. À toute fin pratique, là, ça influence
pas mal les comportements Je veux dire, la de tout le monde religion, d'une manière vraiment concrète. Et qu'est-ce que de la magie si c'est pas envoyer une idée dans l'univers Exactement. et la transformer en quelque chose de concret? Je veux dire, sur ce point-là, je veux dire, la magie est bel et bien quelque chose qui existe. Même la magie, genre fantoche, comme se tirer aux cartes ou peu importe, on est en train de transformer des idées floues et d'en faire une synthèse concrète Exactement. de l'univers. C'est pas la, Et du exactement. tout c'est avec pas la du rien. philosophie d'Alan Moore, ça, d'ailleurs. C'est pas sa définition, oui, entre autres, de la Ouais, magie. c'est proche du Wicca. Ben oui, Nice. ben oui. Nice, Ben quoi, oui, il pensait ça, absolument. Alan Moore? Il pense ça avec les mots. Pour Vendetta, là, Les c'est ça? mots, ouais, c'est ça. Je C'est ça. t'enverrai un lien vers une excellente entrevue où il parle zéro de BD pendant 3 heures. Là. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, Alan Moore, je l'aime bien, mais c'est à petite dose parce que c'est excessivement copieux puis demandant. Fait qu'il a fait à un moment donné, je pense, un documentaire de quelque chose comme ça, 1h30, 2 heures, sur sa philosophie et la magie dans sa vie. Puis, Il aborde d'ailleurs dans son From Hell sur Jack l'Éventreur, il parle du, comment dire, spoiler alert, symbolique. Jack l'Éventreur voyage dans le temps. Dans From Hell. c'est pas ça, c'est pas dans le film, hein? Non, c'est quasiment pas dans le film avec Johnny Depp. Non. Jack l'Éventreur, à un moment donné, il tue sa dernière Mary Jane Kelly, la dernière victime, et il a une hallucination où il se retrouve exactement au point où il est, mais plusieurs années dans le futur. Fait que là, la maison où il est en train d'assassiner Mary Jane Kelly est devenue un bureau où il y a des gens, il y a des femmes qui travaillent, puis là, il est comme confronté à son espèce de son épouvantable misogynie de Jack l'Éventreur à faire comme qu'est-ce que où suis-je? J'étais en train de tuer une prostituée il y a 2 secondes et maintenant des femmes travaillent à des ordinateurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La thèse de From Hell, c'est que Jack l'Éventreur, en tuant les prostituées à ces endroits-là, il a fait un rituel. Complète le rituel et donne naissance au 20e siècle. Oui, littéralement et figurativement. C'est capoté. Sacrement, man. C'est un rituel franc-maçonnique où lui, il décide, il y a tout un petit chapitre dans From Hell où il fait le tour en calèche, là, puis il t'explique genre l'importance, la charge magique de chacun des points où il va tuer chacune des 5 prostituées. Et voilà, en fait, c'est ça, Xavier, il voyage dans le temps. Et la dernière arche du tueur là-dedans, c'est quand il est en train de mourir en prison et qu'il a des hallucinations où il perçoit passé, présent et futur en même temps. Jusqu'à... En tout cas, là, je vous spoilerai pas la fin, là, mais voilà. Je sais pas quel point je voulais faire avec cette affaire-là, mais la magie, c'est créer du concret avec le vide. La magie existe d'une certaine façon. Si je peux faire une requête, je me lance ça dans l'éther, tel un sort magique que j'envoie, là. La Satanic Panic des années 80 serait très intéressant à traiter. On a en ce moment, avec la pandémie, l'espèce de notion des pédosatanistes. Mais cette notion-là, elle a toujours été ça, puis elle revient en vague d'ailleurs, ça a tout le temps été populaire. L'idée que le monde est peuplé de démons et de forces surnaturelles qui sont là pour nous voler nos enfants et faire whatever. Mais dans les années 80, cette croyance-là qui est là depuis des siècles, elle a remonté à la surface avec les D&D, la fameuse... Il y a eu plein de je sais pas des CPE, mais des garderies aux États-Unis où les gens étaient accusés de de la traite d'enfants puis des rituels. Puis ça, un point où est-ce que le FBI a enquêté sur cette croyance-là parce que c'était tellement rendu partout, les rumeurs étaient arrêtées de sortir on va étudier ça de façon officielle. Évidemment, c'est n'importe quoi, c'est une hystérie collective, mais moi, c'est un truc qui me fait peur, l'histoire, c'est l'idée de l'hystérie collective, à quel point les gens ont une croyance en quelque chose qui n'a aucun fondement, et à force d'en parler, à force de... ça va se concrétiser. Ça va naître dans le réel. Et n'est-ce pas là une sorte de démon? Quelque part, oui. Hein? C'est pas celui qu'on rencontre dans le Red Room à danser avec le petit nain, mais... Non, le démon, qu'est-ce que c'est? Le démon, c'est l'humanité. C'est le pire de ce qu'on est. C'est le pire de nos... de nos instincts, de ce qui, des choses qu'on est constamment en train de se reprocher, mais qu'on a toujours genre un besoin fondamental et animal d'essayer de faire. C'est pour ça que je veux dire, dans la plupart du temps dans les livres ou dans les fictions où le diable est un personnage, où il y a un pacte faustien méphistophélique, le diable, plus souvent qu'autrement, n'est pas l'ennemi de l'humanité. Il adore les humains.
Il est amoureux de cette espèce de nature aléatoire, impulsive, parfois destructrice qu'on a, mais qui est toujours dans le but d'assouvir le désir. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais oui, le diable existe. Le diable existe sous cette forme-là. Il est nous. Il prend forme à notre époque dans le dude qui ouvre son téléphone au cinéma. Oui. Sous la forme de plusieurs dick pics. oui, ça, il est très, très actif. On est tellement proche à tout moment de la panique dont tu parles. Je veux dire, juste au début de la pandémie, quelqu'un a dit « Hey, on va peut-être manquer de papier de toilette si ça continue. » Puis c'était suffisant pour que tout le monde vire berserk puis s'achète tous les papiers de toilette qui, genre... Dans un de nos moments les plus honteux, historiquement, d'ailleurs. Ouais, moi, je sais pas, j'achète de la bouffe dans ce temps-là. C'est pas la chose qui me stressait le plus, mais oui. Non, je sais, mais je veux dire, collectivement, c'était une panique collective. On n'a jamais été en pénurie de papier de toilette. Ça a été comme créé artificiellement comme un crash boursier, genre, mais... Imagine l'ambiance sur le Titanic maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on enferme tout ce monde-là dans un bateau qui coule. Le bateau va couler. Il n'y a plus rien pour l'empêcher. Plusieurs personnes savent déjà qu'il n'y aura pas suffisamment de canaux de sauvetage. Votre monde est maintenant limité à top moins 1h45. Qui fait quoi? Quel humain tu deviens à ce moment-là? Le papier de toilette va prendre l'eau. Oui. Ça fait que là, c'est vrai qu'on en aura plus. Ça ferait une bonne game de Call of Cthulhu, le jeu de rôle dans l'univers. Ouais, tu deviens fou, mais puis tu meurs à la fin. Charles, t'as l'air de quelqu'un qui est en train de rechercher le sujet. On a fait peut-être qu'on a fait un petit épisode là-dessus récemment, là, puis là, ça m'est parti sur plusieurs tangentes de réflexion, mais c'est fou quand même, genre, la mort annoncée. Alors, comment... voir qu'est-ce que les humains deviennent dans une situation où la mort est inévitable avec un timer. T'as même pas besoin de la mort. Moi, il y a un événement divers qui est arrivé relativement récemment, mais ça fait quand même plus de 23 ans. C'est Woodstock 99. Je suis fasciné par cet événement-là. Il y a un excellent documentaire sur Crave. Il y en a aussi une version sur Netflix, mais la version de Crave est supérieure dans mon opinion. Pardon. Mais cet événement-là, c'est voir à quel point les gens, c'est des animaux. Ça a viré tribal là, en 2 secondes. C'est devenu Sa Majesté des mouches un peu, hein? Un peu de temps. Oui, mais tu sais, il y avait l'excuse d'être des enfants dans le roman. C'est des jeunes des années 90. Autant dire que ce sont des enfants. Élevés au Limp Bizkit. Puis, plein d'agressions non justifiées. C'est ça. La culture du Joe Bro puis les casquettes à l'envers. Fred Durst. Fred Durst ne faisait que nous dire d'être en tabarnak continuellement. Sauf qu'on avait besoin d'être en tabarnak aussi. Sauf quand il y a eu le 11 septembre, il a dit qu'elle allait pas faire de chansons violentes maintenant. Puis ça... Le reste, c'est l'histoire ou l'absence d'histoire. Il est où Fred Durst en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Il doit travailler sur son prochain film, j'imagine. C'est un réalisateur? Ah, il a fait un film avec John Travolta où John Travolta joue un stalker qui finit par devenir un tueur. Puis je veux pas dire le R-word, mais sa personnification du personnage de Travolta est assez... ressemble beaucoup à... je pense que c'est Special Sam dans... c'est quoi le film avec... tabarnak, là, j'ai en mémoire. Tropic Thunder. Sa personnification ressemble beaucoup à Special Sam dans Tropic Thunder. C'est de ce niveau-là. Ouais. Hey, Fred Durst, le réalisateur, eh bien. Comme on est rendu à parler de Fred Durst, je pense qu'on va mettre fin à l'émission. Je pense qu'on a fait le tour. c'est comme tu sais, quand tu ramènes Hitler dans la conversation, tu sais que tu as fait le tour. Mais là, on a parlé de Fred Durst au mystérieux. Fait qu'on est bon pour ça. Hey, merci, messieurs. J'ai quand même une dernière question pour les deux gars. Parce que c'est une histoire que je connaissais déjà avant. Vous en avez peut-être parlé avant que j'arrive. Mais qu'est-ce qui fait que la mélasse, c'est aussi drôle? C'est aussi drôle. Ben, c'est un fait historique que je sais que beaucoup de gens trippent là-dessus. Il y a comme une... C'est pas juste... oui, il y a une fascination, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle comme... Je veux dire, c'est pas comme une inondation. Tu remplaces ça par une inondation. C'est la mélasse. Ouais, tu remplaces ça par l'inondation de goudron, puis tu te dis, non, je peux pas être là. Ou juste de l'eau, c'est comme, mon Dieu, c'est tragique. Là, c'est de la mélasse, ça devient drôle. Ça devient drôle. Qui fait ça?
J'ai une hypothèse là-dessus. On a l'air d'être à peu près tous de la même génération, les amis. Vous avez grandi dans les années 90, vous autres? J'ai écouté Cité d'or quand j'étais jeune, oui, c'est ça. C'est quoi un des jouets les plus populaires des années 90 qui ne pouvait qu'exister dans les années 90? La slime. Le goût, le gack, les silly potties, le slime. On est la génération des... je vous souviens du jeu télévisé OO, là, où la YTV. punition, c'est de se faire vider des barils de slime. On est la génération de la glu, des Ninja Turtles qui se pitchent de la glu, Real Ghostbusters, des Real Ghostbusters, de slime sur le mur. Je pense que c'est quelque chose de générationnel, à mon humble avis. Ok, c'est pas fou. Voir du monde tomber dans la glu. C'est comme un désir répressé de Fort Boyard qui perdure. Les zigotos. Les zigotos, ouais, c'est plus les zigotos que Fort Boyard. C'est ça. C'est voir quelqu'un tomber dans une matière gluante qui va ruiner son linge. J'ai l'impression que c'est un plaisir. C'est la version moderne de la tarte à la crème, j'ai l'impression. Puis je pense que les gens pensent... Je pense qu'il y a comme un contraste entre le fait que c'est de la mélasse, c'est comme... d'un qui mange de la mélasse, là, si t'as pas 80 ans. Mais ça n'a pas l'air mortel, mais c'est sûr que c'est une discussion sur toutes les surfaces de ton corps, t'es pogné, tu vas mourir. T'sais. C'est peut-être que c'est associé, genre, à des grands-mamans. Ouais. C'est comme un item d'apparence inoffensif, voire bienveillant, tu sais. J'imagine aussi, moi, ça m'évoque une époque où les gens mangeaient assez de mélasse pour remplir un citerne géant. Ça fait très 1930, l'affaire la plus victime d'eux-mêmes sur le marché. Est-ce que c'est juste moi qui ai imaginé le propriétaire de cette usine-là? Je voyais comme un old-timey guy avec un chapeau et un petit... Eh bien, grâce à ces quantités de mélasse, on va pouvoir approvisionner toute la ville pour du sarrasin comme jamais. En plus, tu le sais là, que ce citerne-là, ils l'ont perdu. Là. La récolte de mélasse, c'est fini. Ils ont perdu quoi, 5$ sur leur année. Là. C'est tout. Là. Ça coûte fuck all c'est quoi la vitesse? Parce que la vitesse est dite dans la bande dessinée. La vitesse à laquelle ça s'est... 56 km/h. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Parce que je voyais la mélasse comme dans un cartoon, comme dans un film qui arrive tranquillement. Tu sais, puis t'es comme... je me elle est bouillante. Non, ouais, mais 56 km/h, sacrément, t'as pas le temps de la voir venir. Là. Ouais, je me suis demandé si je pouvais outrunner la mélasse, puis je pense pas que je pourrais. Non. Mais non, elle est chaude, elle est plus liquide que jamais. Finalement, en fait, le sommet de Dante, là, c'est une relecture de ce fait d'hiver-là, mais version volcan. Mettez Pierce Brosnan puis de la mélasse à la même place, puis je suis au rendez-vous. Retournez en salle. Il faut faire des piles de béton là, pour empêcher des quantités incroyables de mélasse. C'est les gens qui font des volcano. Je les mélange toujours. C'est dans Volcano. C'est dans Volcano, ça. Le béton. Ouais, c'est ça. Volcano, c'est celui avec Tommy Lee Jones. C'est Tommy Lee Jones puis Anne H qui était là-dedans. Oh my God. Tommy Lee Jones, il est en crise. Mais il est tout le temps en crise dans ses films. Fait que, il est toujours en crise. Il est tout le temps en tabarnak. Plein d'insatisfaction dans sa carrière. Il ne faut pas devenir Tommy Lee Jones. Non, c'est ça. Hey, merci, messieurs. En fait, le tour de la bande dessinée et encore plus. On n'a pas parlé d'Ahsoka en ondes. Prochaine fois, Charles, on en jasera. Mais attends, as-tu une déclaration à mettre dans l'éther? T'as un sort magique, là? Ahsoka, là, t'as ton opinion? Ahsoka, il est mieux d'y avoir une saison 2, tabarnak. J'ai une couple de questions. OK, c'est bon. Ça va peut-être dans le film que David Filoni va... le film de... Ouais. OK. Et en même temps, ils font un film de Rey Skywalker, fait qu'il va y avoir du Star Wars pour on va être bien. On va avoir le ventre bien plein en train de se plaindre qu'on n'a pas mangé de pizza aujourd'hui. On va être super. On va être super bien. Merci, messieurs. Les pires moments d'histoire de la bande dessinée disponible chez François dans toutes les librairies. Gauthier, merci beaucoup d'avoir fait le lien pour avoir accueilli nos invités cette semaine. C'est vraiment apprécié. Et je rappelle aux gens à la maison qu'on a un live le lundi 30 octobre au Patrovis. Donc, les portes ouvrent à 18h. Le show est à 19h. Les billets sont en vente dès maintenant. Achetez vos billets tout de suite parce que ça va partir assez vite. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Et on vous invite aussi à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Durant le mois d'Halloween des Mystérieux, on écoute des films d'horreur. Et donc, on a commencé la semaine passée. Et ce dimanche, on va écouter les Kaiju Big Battle, donc des Kaiju, des bonhommes là, qui se battent. Là. Ça va être malade. C'est le bienvenu, Laurent. Tu le sais toujours que tu peux venir nous voir.
Les gens se demandaient d'ailleurs quand est-ce que tu allais venir pour Kaiju Big Battel. C'est vrai? Ben oui, ils connaissent ton amour pour les grosses bébites qui se tapochent. C'est vrai. En fait, c'est un de mes rêves, un de mes bucket lists avant de mourir, d'assister à un match live de Kaiju Big Battel. Si tu veux, on ira à Brooklyn puis on ira assister au prochain. J'en rêve. Ils ont des noms très clever, comme au lieu d'être SmackDown, c'est Snackdown, puis ils donnent des friandises. Puis le méchant, c'est genre le gars qui donne des légumes. Puis c'est très, très élaboré comme concept. Donc, si vous voulez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Et allez voir aussi les épisodes de Noël chez Isidore puis Terre Kaiju qui existent. Je crois qu'il y a un Noël chez Isidore qui s'en vient parce que j'ai vu une photo de notre ami Simon Chénier chez Étienne Forêt ce week-end et j'ai l'impression qu'ils ont enregistré un épisode. Mais là, j'ai la barre, on me l'a pas dit. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye bye! Bye bye! Bye bye!